Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu en 7. C'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités. Aujourd'hui, Actu en 7 a le plaisir de recevoir le professeur Thierno Thioune. Il est enseignant-chercheur à l'UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop, plus précisément à la FASEC. Monsieur Thioune. Merci beaucoup, Mamanta. Alors, toujours sur ce plateau avec nous, nous serons avec notre très cher confrère Thierno Ibrahima Diop. Il est journaliste, analyste politique. Bienvenue, Thierno. Bonjour, Mamanta. Et je profite de l'occasion pour saluer le professeur Thioune. Bon, souvent, on suit ces débats avec beaucoup d'intérêt, tellement c'est pertinent. Voilà, donc vous aurez l'occasion d'échanger avec le professeur Thioune aujourd'hui sur ce plateau en revenant sur l'actualité de la semaine. Et nous allons démarrer avec bien 2017, nous allons parler législative, investiture au cours de ces débats avec nos très chers invités. Législative 2017, 45 listes en lice, une situation inédite, disons, dans l'histoire politique sénégalaise. Alors, qu'est-ce qui expliquerait une telle situation, professeur Thioune? Merci beaucoup, Mamanta. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. C'est la première émission que je fais avec vous, mais ce n'est pas la première que j'ai, parce que je viens souvent dans l'émission Dîner Diamono, et je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette invitation, mais aussi saluer mon homonyme, Thierno Ibrahima, à qui je rends aussi toutes les politesses. Alors, votre question est très pertinente. Elle est pertinente dans un double sens. Ça renvoie d'abord au contexte dans lequel les élections se tiennent. Vous savez, je vais même rappeler un béaba d'un cours de sciences politiques qui dit que une respiration naturelle de la démocratie. Donc, il est important, n'est-ce pas, dans l'avancement d'un État, n'est-ce pas, dans le processus démocratique, de tenir des joutes électorales, n'est-ce pas, à des moments donnés. Mais ici, peut-être, votre question, la pertinence de la question renvoie, n'est-ce pas, au pléthore de listes, n'est-ce pas, à ces listes pléthoriques qu'on va nommer, qui fait 45 listes, qui fait que ça va avoir un double enjeu. Un enjeu politique, mais aussi. Alors, et pour cela, je vais peut-être m'attarder plus sur l'enjeu économique, sans pour autant ne pas rappeler l'enjeu politique, qui est l'investiture des listes. Vous savez, le code électoral au Sénégal, n'est-ce pas, autorise à tout Sénégalais, qui jouit de tous ses droits civils et politiques et âgés, n'est-ce pas, de plus de 35 ans, de pouvoir être électeur et éligible. Donc, le code électoral autorise à tout le monde de pouvoir s'inscrire sur des listes, d'être électeur et d'être éligible. Ça peut être une première explication. Mais la deuxième explication, c'est par rapport plutôt même au bouillonnement, n'est-ce pas, dans le monde plutôt dans le monde politique, plus précisément. C'est pourquoi donc organiser des élections, des élections bien organisées engendre tout à l'heure, que ça soit un coût financier, mais aussi un coût politique. Parce que le coût politique, ce seront les mécontents, alors ce seront peut-être les votes sanctions et autres. Mais je vais peut-être je vais plutôt parler des coûts économiques qui m'intéressent aujourd'hui le plus. Alors, vous savez, la démocratie a un coût, ça il faut qu'on l'accepte. Mais si vous prenez un pays comme le Sénégal, un pays pauvre, qui vient de l'émergence, dépenser des milliards dans des élections ne me paraît pas une priorité. Au même moment où on parle de, n'est-ce pas, disons, d'une panne d'une machine de radiothérapie à l'hôpital de Fann, même si le président, dans une de ses sorties, a essayé de dédouaner le ministre des Finances, je crois bien que c'était au mois de février 2017 à Dubaï, où il disait que le ministère de la Santé a un budget de plus de 100 milliards. Acheter 2 machines, n'est-ce pas, ne signifie absolument rien. Mais cela ne le dédouane pas tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui fait la force d'un gouvernant, c'est exactement la vision, n'est-ce pas, cette capacité de prévoir. Peut-être c'est là où on pourrait quand même ne pas accepter cette. Nous allons donc revenir
Vous êtes en train de citer des cas, des mots, la panne de la radiothérapie, donc l'inexistence, disons, d'une radiothérapie au Sénégal, cela est un problème qu'on devrait soulever avec bien sûr les milliards que vont drainer ces législatives. Vous allez revenir sur les chiffres tout à l'heure, professeur, mais je reviens sur ma question, la première question. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation, une pléthore de listes, 45 listes en lice en route vers ces législatives? Qu'est-ce qui expliquerait cette situation inédite? Voilà, merci Mme Anta pour la question. Moi, je crois à première vue que on est déséquilibré sur cette pléthore de listes en se disant que peut-être c'est pas normal. Mais il faut essayer de situer les responsabilités, ou du moins de procéder à une sorte de jeunesse pour savoir comment on en est arrivé là. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon sens, au Sénégal, depuis au moins 60 ans, on a toujours fondé l'action politique sur des clivages personnels et non idéologiques et programmatiques. Déjà en 1948, quand Senghor quittait la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière de Lamine Gueye, c'était le positionnement. Mais ce n'était pas fondamentalement pour des questions liées aux préoccupations des Sénégalais. Ensuite, entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, etc., il y a toujours en toile de fond des clivages personnels. Les gens se querellent davantage pour des logiques de positionnement que pour servir l'intérêt supérieur de la nation. Et du coup, on a souvent assisté à un démembrement des partis politiques avec ces législatives qui se profilent à l'horizon. Il y a un démembrement d'abord du Parti démocratique sénégalais entre plusieurs listes. D'abord, la liste qui sera dirigée par Maître Wade lui-même, encore que cela est une incongruité compte tenu de son âge. Il y a la liste portée par Farba Senghor, celle portée par Maître Ousmane Ngom, etc. Donc ça procède de démembrement du Parti démocratique sénégalais. Et parallèlement, il y a une décomposition de la coalition présidentielle, la coalition Benno. Donc il y a une coalition qui va donc être celle qui va regrouper l'Alliance pour la République et ses alliés. Mais en face, ils auront Khalifa Sall, Idrissa Seck, Malick Gakou, qui, dans Manko, vont incarner peut-être les frustrés de la seconde alternance. Et du coup, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a un choc des ambitions, il y a une disharmonie organisationnelle, parce qu'en toile de fond, les gens sont pouvoir, chacun veut être roi. Et je crois que c'est de bonne guerre. On crée un parti pour accéder au plus haut destin politique. Et comme je l'ai dit, ça peut surprendre de peu, mais pour moi, c'est un fait tout à fait normal, dès lors que ça recoupe l'habillage sous lequel on a toujours fait de la politique au Sénégal, en la fondant sur des clivages personnels. Sur des clivages personnels. Mais si on devrait faire une analyse comparée entre le système politique sous Senghor, Diouf, et ce système politique, une analyse comparée. Vous avez tenté de le faire tout à l'heure, mais en profondeur, pouvez-vous revenir sur cette analyse comparée? Non, parce que là... La différence, vous voulez dire que le système politique n'a pas changé? Oui, non, parce que Senghor même, on pouvait le dédouaner sous ce rapport que, à l'époque, on parlait de parti unique. Je crois qu'à partir de 1974, il y a eu une relative ouverture démocratique avec l'institution des 4 courants. C'est donc durant cette période que le Parti démocratique sénégalais avait été créé. Mais à partir de 1981, avec l'avènement d'Abdou Diouf, ouverture démocratique, comme on disait trivialement en Wolof, dès lors il y a eu une prolifération de partis politiques. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Vous prenez le seul parti démocratique sénégalais. Combien d'autres partis politiques sont issus, donc sont issus du Parti démocratique, des latéralités du Parti démocratique sénégalais? Il y a Rewmi de Idrissa Seck. Qu'est-ce qui oppose Maître Abdoulaye Wade à Idrissa Seck, en dehors des querelles de positionnement politique? Il y a eu l'Alliance pour la République, etc. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il faut replacer l'action politique, la pratique politique sur l'éthique, sur, essayer de définir la politique telle qu'elle se définit elle-même étymologiquement. C'est-à-dire que l'art de gouverner la cité. Et là, ce qu'on voit, peut-être que ça peut, ça crée une défiance de crédibilité par rapport à la perception qu'ont les Sénégalais de la manière de faire de la politique au Sénégal. Et je crois que, comme je l'ai dit, à quelque chose de malheur est bon, c'est peut-être l'occasion de tirer toutes les conclusions
information qui, on va dire, frise l'hérésie collective. Voilà. Alors, professeur Thioune, sur l'aspect organisationnel, 45 listes en lice, 351 millions de bulletins de vote à imprimer. Donc là, une lourde tâche qui attend les imprimeurs, disons. Et cela pourrait bien occasionner des contraintes de temps, n'est-ce pas? Très bien, Mamanta. Votre question est très pertinente, d'autant plus que c'est vrai que le Sénégal a une tradition d'organisation d'élections. Mais ces élections législatives ont une partie qui se tiendront le 30 juillet 2017. Pour la simple raison qui explique qu'on n'a pas ce logistique d'imprimeur. Sinon, peut-être on va aller faire la demande dans les pays limitrophes. Mais est-ce que nous avons la capacité d'absorber d'industrie, d'imprimerie qui peut absorber cette demande de 350 listes? Ça, c'est une première question. Je me suis amusé à faire une petite simulation en venant à votre émission. J'ai pris les 350 bulletins à imprimer. Alors j'ai fait un petit calcul. Chaque bulletin coûtant 30 000 francs, vous voyez un peu que de manière exponentielle. 30 francs, vous voyez un peu la pactole qui va être engrangée. C'est plus de 10 milliards qui vont être injectés rien que dans la confection des bulletins. En sus de cela, il faudra savoir que l'organisation des élections nécessite la mise en place d'isoloirs, n'est-ce pas, de listes d'émergement, le déploiement des forces de sécurité, la mise en place, n'est-ce pas, des équipes, n'est-ce pas, qui vont superviser les votes, à savoir les assesseurs, les présidents des bureaux de vote et autres. Donc tout cela, ajouté, n'est-ce pas, à l'impression des budgets de vote, constitue une pactole qui va encore gréver le budget de l'État. Donc c'est dire que c'est un fardeau, n'est-ce pas, pour les finances publiques. Alors qu'au même moment, nous avons des priorités donc, qui sont là. Et les priorités, on peut en citer plusieurs. Je disais tout à l'heure de cette... n'est-ce pas, qui nous manque, n'est-ce pas? On peut citer, n'est-ce pas, les remous actuels dans le système éducatif avec, n'est-ce pas, les revendications du CS pour la question de la retraite. On peut citer, comme ça, sur les doigts de la main, n'est-ce pas, les aspirations et les besoins des populations en matière d'éducation, en matière de santé et aussi en matière en d'autres matières, voilà, dans d'autres domaines. Toujours par rapport à ces... Est-ce qu'avec donc l'impression des bulletins de vote, entre autres points qu'on peut soulever, est-ce que les élections pourront se tenir à date échue le 30 juillet, avec ces points soulevés? Alors, voilà, vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation des élections fait appel à une organisation en matière de logistique, mais aussi financier. Alors, pour la logistique, on a entendu le ministre de l'Intérieur donner la bonne tenue des élections à date échue. On peut que se tenir de ces propos, de cette autorité, qui n'est pas n'importe qui. Alors, je crois qu'il n'est pas dans les intérêts du pouvoir, n'est-ce pas, d'envisager un report des élections. Alors, c'est vrai, moi, je serais de ceux qui pensent que ces élections, compte tenu, n'est-ce pas, de l'enjeu, n'est-ce pas, compte tenu de cette pléthore de listes, pourraient être, et puis compte tenu aussi, n'est-ce pas, du moment, parce que vous sachez qu'il faut tiendra dans la période hivernale, n'est-ce pas? Et il y a des bureaux de vote qui se situent à l'intérieur du pays. Alors, compte tenu de tous ces aléas, moi, il me semblait judicieux, n'est-ce pas, de repousser ces élections. Et même, je ferai une recommandation plus forte. Pourquoi ne pas aller vers le couplage des élections? On gagnerait non seulement en termes de temps, coupler les élections présidentielles et législatives, on gagnerait en termes de temps, mais on gagnerait aussi en termes financiers, parce que nous allons utiliser les mêmes matériels, n'est-ce pas, pour faire deux élections. Voilà. Vous partagez cet avis des élections, du moment où on parle de contraintes de temps, avec bien sûr tous les aléas? Bon, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 1988. Je crois que c'est à partir des élections de 1993 qu'on a commencé à découpler. Souvent de même, on parlait parfois de couplage de nouveau, etc. Mais moi, je me dis qu'avant même ces législatives, c'est-à-dire que, vous m'excusez, mais il faut rappeler cette boutade du vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Quand il disait, lors de la célébration du Gamou, qu'on arrivera à un moment où il y aura beaucoup plus d'acteurs politiques que directeurs. C'est-à-dire qu'il y a au Sénégal
une overdose politicienne. Ouais. Ouais. On a l'impression que tout le monde est acteur politique. Le cadre n'est pas rationalisé. À qui la faute? Mais manière de situer les responsabilités. Il y a un peu plus d'un an de cela, la tenue d'un référendum. Bon, donc beaucoup, en tout cas, de large franges de l'opinion disent que ce n'était pas opportun. Je crois que c'était un coup vraiment rédhibitoire. On pouvait s'en passer de la tenue de ce référendum. Encore que, comme vous l'avez dit, il faudra poser le débat relatif afférent au couplage des sélections. Bon, tout est-il que c'est une perspective qui peut être étudiée, parce que ça peut paraître salutaire, avec l'imbroglio auquel on assiste présentement. En tout cas, quand il y aura couplage, je dirais que ce ne sera pas inédit dans l'histoire politique du Sénégal, parce que c'est ce qu'on a fait jusqu'en 1988 avant de découpler. Voilà. Tantôt, vous parliez, professeur, de la confection des bulletins de vote, si donc le faire hors de nos frontières. Est-ce que cela ne serait pas encore, disons, un coup sur l'économie sénégalaise, un coup dur? Mais bien sûr, Mme Anta, je le disais tout à l'heure, vous savez, tenir des élections législatives engendre à la fois des coûts politiques, mais aussi des coûts économiques. Les coûts économiques seront très importants. Je vais pas me limiter non seulement sur la confection des bulletins, mais même je vais aller au-delà. Si on fait les élections, on les tient, et les députés qui seront élus. D'ailleurs, je vais pas peut-être vendre ma langue au chat, mais c'est le député qui constitue un lourd fardeau même pour nos finances publiques. Je crois qu'il y a un député qui est sorti récemment pour même jeter le discrédit sur la gestion, n'est-ce pas, au niveau du perchoir. Donc, en plus, n'est-ce pas, de cette manne financière qui sera injectée dans la mise en place de ces 45 listes qui va constituer 350 millions de bulletins de vote. Parce que la loi électorale, dans son article R47, prévoit pour chaque électeur ou pour chaque candidat, n'est-ce pas, la confection, n'est-ce pas, d'autant de bulletins que d'électeurs majorés de 20%. Donc vous voyez un peu ce que cela fait comme travail d'impression. Mais je vais même aller plus loin. En comparant ces élections aux élections de 2012, n'est-ce pas, les législatives de 2012. Les législatives de 2012, 24 listes. On avait 24 listes. Et le budget, à la fin des élections, a été estimé à 15 milliards. Aujourd'hui, en 2017, nous avons 45 listes. N'est-ce pas? Faisons un peu le calcul, vous verrez que ça sera un résultat, n'est-ce pas, multiplié par 2 ou 3. Donc vous verrez que, moi d'ailleurs, j'attends toujours, et je ne vais pas être surpris, quand la direction de l'élection va nous annoncer le budget à l'issue de ces élections. Mais et ça, on va dire, et tout cela, pourquoi et pour qui? D'autant plus que un certain désamour, un certain désengagement, n'est-ce pas, de ce peuple qui veut être représenté par l'Assemblée nationale. Et pour cela même, je vais même vous dire, ici, le taux de participation pour ces législatives, je vais être très formel, va être le taux le plus bas dans l'histoire, n'est-ce pas, des législatives du Sénégal. Cela? Parce qu'en fait, vous savez, j'ai fait une petite analyse. Il y a ce qu'on appelle l'évolution. J'analyse les critères d'évaluation par nos populations des hommes politiques. Cela encourage, n'est-ce pas, la victimisation. Hein? Ça encourage le désir de se faire voir. Mais au même moment, ces représentants de la nation, n'est-ce pas, ne représentent pas le peuple n'est-ce pas, les députés du peuple. Très bien. Alors, le système donc de mesure de nos hommes politiques par les populations font que maintenant les populations se sont détournées de la politique parce qu'ils ne prennent plus en charge les questions de la population. Alors, d'ailleurs, moi, le lendemain du dépôt, de la date butoir du dépôt des listes, j'ai discuté avec certains amis, et alors qu'ils ont dit, mais 45 listes, pourquoi faire? Alors d'ailleurs, je renvoie même, je crois qu'il est l'heure d'arriver à repenser notre système politique, à notre système de parti politique.
Je crois que c'est pas très sérieux. Ça fait pas très sérieux dans un pays qui aspire à la démocratie, qui aspire à l'émergence, n'est-ce pas? Même si on va dire que c'est bon pour la démocratie, n'est-ce pas? Parce que c'est la confrontation des ambitions. Mais je crois que tout cela doit être organisé, n'est-ce pas? Parce que ça va revenir sur les finances publiques. C'est le contribuable sénégalais qui va finalement tout payer pour ne pas être et représenté dignement par des députés du peuple, mais plus que par des députés du parti. Du parti, voilà. Thierno Ibrahima, le professeur parlait tout à l'heure de taux de participation bas. Est-ce que cela ne serait pas... Donc, est-ce que, par exemple, on peut citer les remous notés, donc l'implosion notée dans la coalition Manko Wattu Sénégal. Hein. Donc, il y a eu cassure, également des remous notés dans d'autres coalitions telles que Benno Bokk, les investitures. Disons, est-ce que cela n'est pas également un facteur qui aurait découragé le peuple pour aller participer, remplir leur devoir civique le jour du scrutin? Oui, moi je crois que c'est le mal congénital de Manko Wattu Sénégal. Dès le départ, inspiré par le passé, et quand je dis passé, c'est par rapport à Benno Siggil Sénégal. On se souvient qu'en son temps, Tanor et Moustapha Niasse avaient promis à leurs électeurs potentiels une liste, un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle. En fin de compte, ça avait fini à nous de Boutin, la montagne avait accouché d'une souris. Et de cette dislocation a émergé Macky Sall pour peut-être ramasser les marrons du châtaignier. Moi, je crois que la même perspective pourrait se reproduire avec Manko Wattu Sénégal. C'est-à-dire qu'ils devaient dès le départ éclaircir la lanterne de leurs électeurs potentiels. En se disant que ils vont aborder les législatives sous le format d'un leadership éclaté en des pôles maîtrisés. Je me suis parce qu'il est inconcevable de croire qu'il y ait des législatives, une liste de l'opposition au Sénégal qui ne soit pas dirigée par le Parti démocratique sénégalais. Pourquoi? Si on se fie aux derniers résultats des élections, aux résultats des dernières élections, en tout cas qui se sont déroulés au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais est le parti le plus représentatif. Maintenant, au plan symbolique, son emprisonnement a conféré à Khalifa Sall une certaine popularité. Électorale de cette popularité, on ne l'a pas encore mesurée dès lors qu'il n'a pas encore participé à une élection au Sénégal en dehors du Parti socialiste. Mais tout est-il que l'on présume que Khalifa Sall a actuellement une base réelle certaine. Donc il y a aussi, comment dirais-je, le pôle des néophytes. Quand je dis néophytes, je pense à Ousmane Sonko, à Abdoul Mbaye. Si on se fie à l'audace, ça semble. Eux, ils viennent proposer une refonte du système, un toilettage du système. C'est bien avant, comme de bien entendu, ils ne peuvent pas être à l'intérieur de ce système. Il faut qu'ils tracent une ligne de démarcation. Donc, pour résumer, il devait y avoir au moins un pôle incarné par le Parti démocratique sénégalais, un autre pôle incarné par Khalifa Sall et son cas, et un autre pôle de l'opposition qui regrouperait les gens de la troisième voie, comme on dit, et qui a fait des merveilles dans des pays comme le Bénin, etc. Vendre à l'opinion l'idée d'une liste unique, en sachant que ça ne verrait jamais le jour, que ça relevait de calculs d'épiciers politiciens, vraiment, ça c'est tombé dans son propre piège. Et cela pourrait expliquer un faible mais taux pour de la mobilisation, maintenant, pour la mobilisation, effectivement, ça peut avoir un effet démobilisateur. Mais comme on dit, avec des si, on mettrait tout Paris en bouteille. Ce n'est qu'une perspective, ce n'est qu'une probabilité qui peut ne pas se produire. Parce que comme je l'ai dit, tout dépend de la manière dont les têtes de gondole de l'opposition vont conduire leur discours. Et inversement, tout dépendra aussi de la manière dont les affidés de Macky Sall vont défendre leur bilan. On a vu qu'on a proposé un premier ministre tête de liste. Ça veut dire qu'ils vont peut-être appesantir le débat sur le bilan. Ce sera un débat de bilan contre bilan entre l'opposition et le pouvoir. Il appartient maintenant aux leaders de l'opposition de vraiment polir leur discours pour le rendre adoptable par les Sénégalais le moment
soit un véritable duel d'arguments basé sur des aspects purement techniques, sur des aspects tangibles, palpables, et que cela ne soit pas de simples abstractions assises sur des vétilles politiciennes. Merci. Alors, professeur Thioune, on pourrait également parler de scrutin à complication sur le temps de vote et le temps du dépouillement, n'est-ce pas? Oui, vous savez, moi ces élections législatives, je le dis encore, revêt un cachet particulier, hein, parce que cela suppose que le votant, n'est-ce pas, l'électeur soit, comment dirais-je encore, soit initié, n'est-ce pas, au choix. 45 listes, 45 bulletins, vous devez prendre les 45 bulletins, mettre dans une enveloppe, n'est-ce pas, ça peut avoir un coût, n'est-ce pas, sur la régularité, n'est-ce pas, de ces joutes électorales. Alors, je crois que l'heure est venue quand même de simplifier. On a essayé de le faire avec les cartes d'électeurs en mettant la carte d'identité et la carte d'électeur biométrique. Je crois qu'il est temps maintenant d'arriver à une simplification du processus de vote. N'est-ce pas? Parce que ça aussi, ça fait partie des gages de la mise en place d'une démocratie. Non seulement ça permettrait d'écourter les temps de dépouillement, mais ça abaisserait, ça diminuerait les potentialités qui sont liées au recours ou bien aux contestations. Donc, faciliter, simplifier le processus de vote, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, à pouvoir le blason de notre Et cela fait ressurgir le débat autour du bulletin unique. Mais effectivement, qui est un débat actuel. Alors, je crois que c'est l'heure est arrivée d'y réfléchir. Je crois que les tenants actuels du pouvoir, n'est-ce pas, ont cette responsabilité, n'est-ce pas, de conduire des élections qui sont libres et bien organisées, parce que leurs prédécesseurs n'ont pas fait moins. Voilà. Donc, Thierno Diop, oui. Vous me permettre d'abonder dans ce sens. Oui, par rapport à cette... Je crois qu'il faut parfois relativiser. Il y a plusieurs listes dont il faut se douter de l'origine. Bon, comment parfois des chômeurs de luxe, en tout cas qui passent comme tels, peuvent se payer le luxe, excusez-moi la répétition, de cautionner à hauteur de 15 millions. Je crois que la Cour de répression de l'enrichissement, il doit avoir du métier sous ce rapport. Parce qu'il faut se poser la question. On parle souvent de propriétaire de l'Église. Je vous l'ai dit tantôt, il y a au moins 4 pôles de l'opposition qui sont rationnels. Il y a le camp du pouvoir. Mais les autres listes, quelles sont leurs motivations? Bon, je n'incline pas tout le monde. Évidemment, il y a des Sénégalais qui ne sont pas connus du landerneau politique et qui peuvent se prévaloir d'une certaine légitimité pour participer aux législatives. Mais il y a de ces listes, il faut se poser des questions si ce ne sont pas des listes suscitées pour faire diversion. Voilà. Je crois qu'il faut ajouter cet aspect au débat. Et toujours par rapport à cela, les listes, le financement des partis, cela revient. La question qui revient, donc, c'est le financement mais il y a quelques années de cela, 15 millions. Les services de sortie circulaire pour demander, pour enjoindre les partis de publier annuellement leurs états financiers. Quels sont les partis qui se sont acquittés de cette obligation? Je crois qu'il y a Pastef de Ousmane Sonko qui avait publié ses états financiers l'an passé. Mais en dehors de ce parti, on n'a pas encore vu une autre formation politique sénégalaise agir de la sorte. Je crois que c'est une question de dialectique réglementaire qui veut qu'on applique soi-même les leçons qu'on suggère aux autres. D'abord, c'est l'Alliance pour la aujourd'hui, la gouvernance de ce pays. Et ça devrait commencer par l'Alliance pour la République, qui devrait se conformer à certaines normes. Et ce serait une manière de donner le là pour que les autres partis puissent suivre. Il y a un capharnaüm, un tohubohu indescriptible. Et je crois qu'il faut soigner la fin de la récréation par rapport à ce désordre total. Et pour soigner la fin de la récréation, il faut que ça commence par le parti présidentiel, le cas présidentiel. Comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi et non par les autres. Vous êtes journaliste, donc vous devrez connaître la couverture d'un scrutin. Je le disais tantôt, les complications à noter sur le temps de vote et le temps de dépouillement. Quelle lecture faire là-dessus? Mais ça va être compliqué. Il y a 45 listes. Autant dire 45 coalitions de partis politiques. Je crois qu'au Sénégal, on n'a pas 45 organes de presse qui soient capables de suivre tous les candidats à travers l'étendue du territoire national. C'est un premier niveau de problème. Il y a aussi la radio qui fait du service public. Je crois que qui a beaucoup plus d'obligations que les autres
que les autres médias. Ouais. Bon, ça aussi, c'est un problème. Bon, effectivement, pour le citoyen lambda, pour le lecteur, ça va être supporter la croix et la bannière. C'est le supplice de Tantale dans le Tartre de devoir ramasser 45 listes et n'en choisir au finish qu'une. Il y a un problème, en tout cas, de timing qui va forcément se poser. Par rapport donc à ces souffrances, est-ce qu'on ne peut pas redouter aussi les cas de fraude? Parce que là, 45 listes... Non, fraude, je crois que c'est pas facile présentement depuis quelques années. Facile. Ouais, je ne crois pas que ça soit facile depuis quelques années. Voilà. Alors nous allons avancer avec bien sûr les cautions, hein, professeur, les cautions versées par les candidats, les différents candidats. Et nous parlons de dépenses donc de 675 millions. Versés par les différents candidats. Comparer cela avec, bien sûr, les dépenses que vont engendrer ces élections. Que dire, que retenir? Merci beaucoup, Mamanta. Vous savez, vous allez me permettre de rappeler une belle phrase de Toynbee dans son histoire des civilisations, où, je le cite, dit que nous ne déclinons pas parce que les barbares nous attaquent, les barbares nous attaquent. Alors, vous savez, les hommes politiques, moi je trouve qu'ils agressent, ils attaquent les populations. Je vais m'expliquer. Vous savez qu'on a 300 partis politiques au Sénégal. Moi, ça ne me surprend pas aujourd'hui qu'on ait 45 listes. D'ailleurs, je m'attendais plus. C'est pourquoi je crois qu'il y a un aveuglement volontaire de l'homme politique qui n'arrive pas à décortiquer le message, n'est-ce pas, des populations. Et pour cela, je crois que les citoyens ont fini de montrer qu'ils ont une sorte d'autisme stratégique. Ils laissent faire les hommes politiques et au finish, ils décident. Vous allez voir, à l'issue de ces élections, il y a 45 listes qui font une caution de 15 millions par liste, ce qui fait une pactole de 675 millions. Mais il faudra retenir que si une liste arrive à avoir un député, donc cette pactole de 675 millions à la fin des élections, n'est-ce pas, sera réduite, d'accord? Sera réduite parce que on n'aura plus, sûrement, si on fait une petite simulation, il y aura 20 ou 25 listes qui vont passer. Donc, ce qui veut dire que 20 fois 15 millions vont disparaître des revenus qui sont tirés de ces élections. Si on fait la simulation, on va dire peut-être que, disons, 20 fois 15, ça fait 2 fois 5, 10, 2 fois 2, ça fait 50 millions, 500 millions, 50 millions plutôt. Alors, 50 millions, plutôt 150 millions, enlever des 175 millions, on va se retrouver avec 500 millions. Imaginez 500 millions comparé à plus de 10 milliards, rien que pour la confection des bulletins de vote. Donc, ce qui veut dire que les élections seront prises en charge par le Sénégalais comme toi, comme moi. Le contribuable. C'est le contribuable sénégalais qui sera le principal bailleur de ces élections-là. C'est pourquoi moi je trouve qu'il est temps de repenser, n'est-ce pas, notre système, n'est-ce pas, électoral dans son ensemble. Que ce soit ces législatives, que ce soit les élections présidentielles. Parce que si on continue dans ce lancé, il arrivera un jour où, n'est-ce pas, l'État fera faillite, n'est-ce pas, devant l'organisation des élections, parce que ce n'est plus tenable, parce que ces élections, le montant des élections pourrait contribuer à acheter 10 machines de thérapie. Parce que puisque c'est le président qui le dit, il dit qu'une machine de radiothérapie coûte 1 milliard. Si on utilise 10 milliards pour des élections, on aurait pu acheter 10 machines de radiothérapie. Donc c'est vrai, on a besoin de démocratie forte, mais aussi un pays pauvre doit pouvoir identifier là où se trouvent ses priorités. Je crois qu'actuellement, dans nos pays, les priorités se situent non seulement dans l'éducation, mais aussi dans la santé, mais aussi l'emploi des jeunes qui constitue encore un problème crucial. Surtout ça, juste une parenthèse par rapport à cette sur le point les législatives. Le ministre de la Santé avait fixé un délai de 3 mois. Ce délai a été dépassé.
Alors, est-ce à dire, c'est négliger peut-être cette situation assez alarmante, parce qu'il y a des cancéreux, des malades du cancer qui meurent, qui continuent à mourir alors que la radiothérapie n'est toujours pas disponible. Pourtant, le délai est dépassé. Ça renvoie à même la crédibilité de la parole de l'homme politique. J'irai même au-delà. On n'a pas l'habitude de choisir nos hommes politiques sur des bases de projets de société, sur la base d'un programme économique et politique. Alors, moi je verrais mal un homme politique qui a en charge, n'est-ce pas, des secteurs aussi importants, des secteurs clés, n'est-ce pas, ne pas tenir la parole. Ça me désole. Je suis d'autant plus stomaqué et écœuré que ça constitue, n'est-ce pas, des questions sanitaires. N'est-ce pas? Les questions sanitaires sont les enjeux, n'est-ce pas, de nos pays. Je crois qu'il est important quand même, il est important que les hommes politiques, d'ailleurs, cela même reflète, n'est-ce pas, le fait que maintenant la population a tourné le dos aux hommes politiques, parce qu'on ne croit plus aux hommes politiques, donc parce qu'ils ne tiennent plus parole, n'est-ce pas? Et l'homme politique maintenant, c'est celui-là qui prend les accéder, n'est-ce pas, aux instances de décision pour s'enrichir, alors que le véritable homme politique, sa vocation, n'est-ce pas, c'est cet amour qu'il a de la cité, cet amour qu'il a de bâtir la cité, n'est-ce pas, et de l'administrer maintenant pour le bien-être de la population. Alors, Thierno Ibrahima, vous voulez rajouter? Moi, je crois que par rapport au point soulevé tantôt, afférent aux dépenses liées à la tenue des organisations, moi je crois que ça transcende même cet aspect. Coupe la problématique des dépenses politiques tout court. Parce qu'en dehors même des frais donc, inhérents à l'organisation d'une élection, mais combien d'institutions sont créées et qui, à première vue, servent à recaser une certaine clientèle politique. Je crois que avant d'accéder au plus haut destin politique, le président Macky Sall avait promis un gouvernement de dépassant 25 ministres. Qui peut dire aujourd'hui quel est le nombre de ministres, de chargés de mission, de ministres conseillers au Sénégal? Je crois que donc il y a qui doivent être pris en compte pour imposer une rupture, j'allais dire copernicienne, par rapport à la manière de faire de la politique. Et ça me rappelle le livre de Jean-François Boyard, La politique du ventre. Donc on fait de la politique pour des soucis souvent alimentaires, pour assouvir souvent une certaine ascension sociale. Bon, ouais. Mais et non pas pour servir les préoccupations des Sénégalais. Mais qu'à cela ne tienne, le débat va se poser dans quelque temps avec équité. Parce que à l'ère des, comment dire ça, au moment où nous sommes, je crois qu'il y a un élargissement de la conscience politique populaire des Sénégalais, qui sont très avertis. Ce peuple qui a réussi 2 alternances en l'espace de 12 ans simplement, je crois que c'est un peuple très mature qui va savoir opérer les voies judiciaires le moment venu. Permettez-moi de rebondir sur votre intervention pour dire que il me plaît de rappeler qu'après les élections présidentielles, à l'accession à la magistrature à Macky Sall, il est revenu d'une tournée et il y avait les inondations en ce moment. Il a dissous le Sénat. C'était pour des raisons, n'est-ce pas, de régler des questions sociales liées à l'inondation, aux inondations. Mais après quelques années, on voit la naissance du Conseil économique et social, du Sénat. Donc, moi j'ai un petit problème avec les hommes politiques. Alors, si on est animé par cette, n'est-ce pas, de rationalisation des dépenses publiques, de réorientation des dépenses publiques pour régler les besoins des populations, comment on peut, à l'espace de quelques années, 2 ou 3 ans, n'est-ce pas, changer carrément de vision, n'est-ce pas, en mettant en place ces institutions budgétivores que sont le HTTC, qui n'a pas sa raison d'être, qu'est-ce que le sinon ce sont des, on va dire, c'est des duplicata, je vais même... c'est des duplicata, c'est des redondances, n'est-ce pas, dans les institutions
qui font que grever les finances publiques et que c'est le budget de ces institutions pourrait être utilisé, n'est-ce pas, pour tenir des élections, mais des élections couplées, bien organisées, bien pensées. Donc je crois que c'est là où on attendait nos hommes politiques, c'est ce qui tiennent le pouvoir. Mais malheureusement, n'est-ce pas, ils sont peut-être dans leur programme politico-politicien qui font que maintenant tout retombe sur le Sénégalais lambda, celui-là. Dans un parti qui est ce contribuable, ce pauvre contribuable qui sort de sa poche pour payer des élections pour des représentants qui ne représentent que le parti. Mais moi, si vous permettez, sous ce rapport, moi je voudrais ajouter que la notaire a horreur du vide. Et que souvent les hommes politiques ne sont pas aussi intelligents qu'on le croit. Sinon, ils s'inspireraient des leçons du passé. Bon, quand un système souvent arrive à son déclin, ça se manifeste inexorablement. C'est à quoi on a assisté à France, avec l'avènement de... Alors qu'il y a quelques années de cela, bon, on ne voyait pas, en tout cas, à travers les sondages. Mais même quand Maître Wade était élu président de la République en 2000, c'était la même atmosphère. Hein? Quelques mois avant, bon, on ne pariait pas trop sur lui. Mais les problèmes étaient tels qu'il fallait une sorte d'ex machina pour incarner la rupture. Et Macky Sall aussi, bon, personne ne le voyait pas à ce stade. Et comme je l'ai dit, pour ramasser, la notaire a erreur du vide. Et que les peuples ont cette intelligence parfois silencieuse qui fait qu'à chaque étape de l'histoire, on peut être opéré le soir judicieux. Et souvent, ça se fait à rebours des attentes des politiciens. Et comme on dit, à malin et demi. Voilà. Alors, toujours par rapport à ces 45 listes en liste pour les législatives, l'opposition qui parlait de cohabitation, est-ce qu'on ne peut pas dire que ceci est une stratégie du pouvoir, loin d'arranger l'opposition sénégalaise? Quoi, par exemple, les 45 listes en lice, est-ce une stratégie du pouvoir, loin d'arranger l'opposition qui parlait de cohabitation? Bien sûr, mais pourtant, je l'ai dit tantôt, il y a une suspicion légitime contre certaines listes pour savoir si réellement ces gens-là qui se réclament de l'opposition sont réellement des adversaires du régime de Macky Sall. C'est une question, je crois, qui a son pesant d'or. Il faut se la poser pour savoir. Ceux qui se réclament de l'opposition, tels que... Bon, il y en a beaucoup. Bon, ils disent qu'ils sont dans l'opposition. Mais à travers leur discours, on ne les voit pas, par exemple, critiquer les actes depuis quelque temps. Et pourtant, il était souvent virulent durant les premières années du magistère de Macky Sall. Il était très virulent contre le régime. Mais il y a un virage à 90 degrés qui a été opéré. On ne les entend plus. Ou en tout cas, ils ont mis peut-être du bissap, de l'eau dans leur bissap, comme on dit trivialement. Il y a d'autres bons qui ont jeté carrément le masque, comme Maître Ousmane Ngom. Lors du référendum passé, il avait appelé à voter oui. Ils ont dit qu'ils sont dans le régime. Effectivement, cette conjoncture arrange la mouvance présidentielle. Mais même, vous me permettez de souligner une chose. C'est-à-dire que l'opposition actuelle doit tirer les leçons des législatives de 1992. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire de fixation sur le nombre de députés qu'on va avoir. Parce que le mode de scrutin tel qu'il est arrange le parti au pouvoir. Parce que comme on dit à Wolof, regarde-le. Maintenant, ils peuvent, comment dirais-je, le score de la mouvance présidentielle, de la liste de la mouvance présidentielle, soit substantiellement amoindri. Vous voyez, par exemple, s'ils peuvent amener, par exemple, la mouvance présidentielle à avoir autour de 45%, 50%, etc. En tout cas, qu'il n'y ait pas une majorité absolue, moi je crois que ce serait de bonne guerre. Parce que ça redessinerait les contours d'un second tour en perspective de 2012. Et quand je parle des législatives, c'est ce qui s'était passé. Le Parti socialiste, en son temps, avait, au lendemain de ces élections, plus de une écrasante majorité. Mais au plan du score, c'était 50,%. C'est pourquoi les gens ont osé secouer le bas à partir de 2000 et faire chuter l'ogre socialiste en 2000. Je crois que l'opposition actuelle doit s'inspirer de ce scénario pour pouvoir inverser la tendance en direction de la prochaine présidentielle et non pas faire une fixation sur le nombre de députés. Alors, une stratégie du pouvoir, c'est 45 listes pour essayer de bloquer, disons, ou bien de contrecarrer l'opposition qui parlait de cohabitation.
Mais moi, cette notion de cohabitation qu'on a empruntée, n'est-ce pas, d'Edouard Balladur en France, hein, ne me paraît pas très faisable au Sénégal, compte tenu, n'est-ce pas, de l'organisation de nos institutions. Parce que ici, c'est le président de la République qui est, n'est-ce pas, du pouvoir suprême. Parce que c'est lui qui définit la politique de la nation, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires, mais aussi il n'est responsable, c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc cette cohabitation, qu'on la théorise, mais à mon avis, ça pourrait donner un signal qu'on pourrait décortiquer pour les prochaines jours présidentielles. Mais du point de vue de l'organisation de nos institutions, ne peut pas être vraiment le président de la République qui a tous les pouvoirs, parce qu'on l'a hérité, n'est-ce pas, des Français. Le président de la République, tel qu'il est institué dans nos pays, c'est vraiment un monarque républicain. Il a tous les pouvoirs, mais il n'a aucune responsabilité, sauf en cas de haute trahison qu'on n'arrive même pas à définir. Donc je crois que moi je suis de ceux qui pensent qu'il est temps qu'on repense, qu'on revoie, n'est-ce pas, les limites du pouvoir du président, et je crois que c'est dans ce sens où on doit aller. Maintenant, cela me permet de revenir toujours en gardant en ligne de mire, n'est-ce pas, ces plaidoiries de liste pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, contourner cette future cohabitation. Et vous savez, ça renvoie même à l'organisation des partis politiques, n'est-ce pas, dans leur système d'organisation, mais aussi dans leur système de mise en place. Si je le rappelle tout à l'heure, nous avons plus de 300 partis politiques, et je crois que tout cela a besoin d'être organisé, d'être régulé, parce qu'un système, il faut régulation, sinon ça va aller dans tous les sens et jamais dans le bon sens. Alors cela m'inspire à donner quelques recommandations. Il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle une banque des partis politiques pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas, le fonctionnement des partis politiques. Ça c'est la première mesure forte qu'il faut prendre, que le ministère doit prendre, parce qu'on ne sait pas comment les partis politiques se financent. N'est-ce pas? Qui est derrière ces partis politiques? Parce que l'État peut s'engouffrer dans ces brèches-là et mettre en place ces listes Ibrahima, n'est-ce pas, suspectées. Alors, donc à mon avis, il est temps de mettre en place un organe, n'est-ce pas, une autorité qui doit être même le travail du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir contrôler, réguler, n'est-ce pas, les partis politiques. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc cela pourrait permettre, n'est-ce pas, de ne pas parler de cohabitation. Moi, cohabitation, je n'y crois pas, parce que ce n'est pas possible avec, n'est-ce pas, nos institutions, parce que c'est vrai que le perchoir, sa responsabilité première, l'Assemblée nationale, c'est de contrôler les actions de l'exécutif. Mais malheureusement, on assiste à quoi? On assiste à des députés du parti, n'est-ce pas, qui ne sont aucunement et nullement à l'initiative des lois. Ils ne font que voter les lois, ils ne proposent aucune loi. Tout ce qui leur arrive, c'est des projets de loi qui émanent de l'exécutif. Donc c'est des bénéfices qui sont là que pour satisfaire, n'est-ce pas, ce monarque qui veut quand même, n'est-ce pas, faire passer toutes les lois qu'il veut. Voilà. Nous allons parler des investitures maintenant au sein des coalitions, des partis. Le PM Abdallah Boun Dionne, qui est donc tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, également Maître Wade qui va diriger Manko Wattu Sénégal, Khalifa Sall Manko Taxawu Sénégal. Alors, quelle lecture faire de ces investitures? Mimi Touré zappé, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, Khalifa Sall Manko Taxawu Sénégal, Bamba Fall liste départementale Dakar. Quelle lecture faire de ces investitures? Bon, ce qui saute à l'œil à première vue, c'est le cas Mimi Touré. Moi, je crois que ça peut paraître incongru que Mimi Touré ne soit pas en pole position par rapport à ces législatives. Parce que là, bon, si on se souvient, elle avait été éjectée de la primature du Sénégal. Bon, en son temps, on parlait de relative dualité au sommet de l'État entre donc l'ex-PM et le président de la République. Bon, elle avait gardé le silence pendant longtemps. Et quand elle, a opéré son retour,
bon, on l'avait bombardé, envoyé spécial du président de la République. C'était un nourisme dans la nomenclature institutionnelle du Sénégal. Parce que jusque-là, le poste, bon, ça ne nous disait rien. Comprendre qu'elle était à une position où elle ne devait pas avoir de chef en dehors du président de la République. Et si on se rappelle comment dire, du dispositif qui a amené l'Alliance pour la République au pouvoir, c'était elle, la directrice de cabinet de l'équipe de campagne du président Macky Sall. Et au lendemain de l'accession de Macky Sall au pouvoir, il y avait un débat sur le statut de Mimi Touré pour savoir si c'est elle, le numéro 2 de l'Alliance pour la République. Vous vous souvenez bien, il y a quelques mois de cela, la lettre du continent, la très rejetée lettre du continent, qui est sur les bords de la Seine, avait ébruité l'information selon laquelle Mimi Touré était pressentie pour être numéro 2 des Nations Unies. Donc si elle avait décliné le poste, peut-être qu'en retour, on lui avait promis quelque chose intramuros au Sénégal. Donc si aujourd'hui, bon, elle s'écarte la perspective qu'elle soit présidente de l'Assemblée nationale, moi je crois que c'est un cas sur lequel il faut s'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est même pas si c'est parce que je crois aux théories du complot, mais je fais partie de ceux que jusqu'à preuve du contraire, Mimi Touré a un rôle à jouer dans le destin de l'Alliance pour la République et qu'elle se positionne comme le numéro 2 de ce parti, d'autant plus qu'il y a quelques années de cela, on s'en souvient bien, un débat avait été agité sous ce rapport. Il y a aussi le cas Amadou Ba. Certaines franges de l'APR lui avaient prêté des ambitions présidentielles. Bon, on a vu que son ascension politique avait suscité une vive polémique au sein de l'Alliance pour la République à Dakar, à telle enseigne qu'à un moment donné, le président de la République avait décrété que Dakar n'avait plus de Khalife, comme je disais, face à Khalifa Sall. Au sein de l'APR, il n'y avait plus de chef, que l'APR à Dakar devait être une armée mexicaine sans chef. Si aujourd'hui on nous dit que Amadou Ba est tête de liste et que ce débat ne va pas encore refaire surface, bon, pour le moment, nous donnons notre langue au chat, dès lors que toutes les listes ne sont pas encore. Il y a, pour ce qui est de l'opposition, le cas de Maître Abdoulaye Wade. Bon, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il n'est pas trop bon parfois de forcer le trait de la Russie. Comment investir quelqu'un à 91 ans, à 92 ans? Bon, c'est leur droit. Est-ce que l'âge compte? Mais la légalité, il y a légalité et légitimité. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui comment dirais-je, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est Karim Wade leur chef. C'est Karim Wade qui est le porte-étendard. Mais si jamais eu de protocole de Rebeuss, si Karim Wade est libre de tous ses mouvements, qu'est-ce qui l'empêche de retourner au bercail pour être tête de liste du Parti démocratique sénégalais, au lieu de sous-traiter cette prérogative à son père? Je crois qu'il y a là incongruité. Encore que si on se souvient bien, et je parle sous le contrôle du professeur qui doit être un peu plus âgé que moi, Maître Wade, opposant avant 2000, n'avait jamais exercé la plénitude de ses fonctions de député. Peut-être qu'entre la législature qui allait de 78 un député virulent face à Habib Thiam, tout puissant à l'époque président du groupe parlementaire socialiste. Mais à partir des années 86, 88 jusqu'à 2000, souvent Maître Wade n'exerçait pas sa fonction de député. Aussitôt élu, bon, il s'en allait en France. On ne le voyait pas. Et même, permettez-moi de terminer. Si, en 2012, on avait dit que Mamadou Seck et Pape Diop, qui furent donc les présidents des deux chambres du Parlement, ne devaient pas figurer sur les listes. Vous vous souvenez bien? Bon, il avait été écarté, ensuite il avait porté baptisme au Kiskis. L'argument qu'on leur opposait, c'est qu'il ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale et revenir être député. Comment si on procède de la même logique? Maître Wade qui fut président de la République peut revenir aujourd'hui simple député ou au plus fort des cas, président de la République. La question, je crois, a tout son pesant d'or. Voilà, donc toujours par rapport à ces investitures, je l'ai dit tantôt, le PM Boun Dionne qui est donc président, tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse, la liste départementale, je crois, à Nioro. Oui, c'est à Nioro. Oui. Donc ces investitures, que vous inspirent ces investitures? Quelle lecture faire là-dessus? Merci beaucoup, Mamanta. Moi, n'étant pas très politique, oui, je vais faire une lecture du citoyen en général. Je crois qu'il est important quand même, à un moment donné de la vie politique, de se tenir à carreau. Si on a été président de la République,
même si la loi nous permet, si on a ce nombre d'années qu'on nous donne, 91 ans, donc il était beaucoup plus sage, n'est-ce pas, de se tenir à carreau, n'est-ce pas, et d'accompagner, n'est-ce pas, les hommes qu'on a formés. Mais vous savez, la politique, c'est la politique. Les raisons qui sont dans la politique ne sont pas les raisons qui en dehors. Donc, les motifs qui ont poussé Maître Abdoulaye Wade à être sur une liste nationale, ce sont des raisons qui sont les siennes. Et on peut en décortiquer, on peut en parler. On peut même citer peut-être la première raison qui me vient à tête, c'est toujours ce goût amer par rapport à l'emprisonnement de son fils, mais aussi ce désir de vouloir prendre sa revanche sur le régime. Ça, c'est le premier caractère. Mais je vais quand même m'arrêter un peu sur même le caractère historique qu'a ces investitures, qu'a ces élections. On voit d'abord ce président de la République, cet ancien président de la République, qui revient, n'est-ce pas, pour s'inscrire sur les listes électorales. On ne l'a jamais connu dans l'histoire politique du Sénégal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour la première fois que je vois un ministre de l'économie et des finances sur une liste d'investiture. Et troisième peut-être élément que je peux citer, mais c'est ce bouillonnement, c'est ce nombre de listes, n'est-ce pas, qui a été mis en place, parce que aussi un nombre important d'inscrits sur les listes, un nombre qui avoisine à 6%. Donc, si vous mettez tous ces éléments en même temps, ça donne, n'est-ce pas, ça donne à ces élections un cachet, comme je le disais tout à l'heure, un cachet historique, parce qu'il y a beaucoup de premières fois. Maintenant, les investitures en tant que telles, moi je vais m'attarder plus sur le cas de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Moi, dans l'histoire politique, l'histoire administrative du Sénégal, je vais remonter un peu plus loin en connaissant Mohamed Lamine Loum, Abdoulaye Diop. Je n'ai jamais vu un ministre de l'économie et des finances, n'est-ce pas, homme politique. Mais vous savez, il y a eu le cas Boubacar Ba. Boubacar Ba, très bien. Ministre de l'économie et des finances. C'est parfait. Mais depuis lors, tous les ministres des finances sont des hommes qui sont des apolitiques. Alors, pour ce cas précis, j'essaie de donner quelques explications pour un peu comprendre. Le parti au pouvoir, c'est un parti jeune, hein, qui n'a pas beaucoup de cadres, qui a ses structures qui ne sont pas encore bien organisées. Alors, je crois que le ministre de l'économie et des finances, c'est lui qui tient le nerf de la guerre. Alors, je crois qu'il serait un atout, c'est une carte à jouer, n'est-ce pas, pour pouvoir quand même, hein, n'est-ce pas, pouvoir engranger des voix et pouvoir gagner Dakar, puisque c'est lui qui a été investi sur la liste départementale de Dakar. D'autant plus que dans l'opposition, n'est-ce pas, l'opposant Coréas qui est là, même mis en prison, il continue de déranger. Donc je crois que c'est une des raisons qui font que c'est une des raisons qui fait que, n'est-ce pas, l'argenterie de l'État a été, n'est-ce pas, mis sur le terrain pour jouer sa partition et pouvoir quand même contrecarrer les opposants. D'autant plus que la composition actuelle de l'Assemblée nationale, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des députés à pair, mais la majorité, c'est des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Présidentielle en tant que telle n'est pas encore bien structurée, bien huilée pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, des élections législatives. En plus de cela, je crois que la particularité de ces investitures avec 45 listes, avec, n'est-ce pas, des hommes qu'on attendait, qu'on n'a pas vus sur la liste, ça s'explique aussi par le contexte, n'est-ce pas, politique actuel. Vous savez, le président de la République a fait le choix, n'est-ce pas, de mettre le maire d'une capitale, de la capitale du pays en prison. Hein. Cela, je ne dis pas c'est le choix, mais il y a ce fait-là qui est là, n'est-ce pas? Et cela, c'est parce que ça répond à des échecs, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle dans la capitale. Ça, il faut le dire. Hein? Je crois que si on le voit sous cet angle-là, je crois que le président a toutes les raisons de vouloir reprendre la capitale.
fait gagner en général les majorités. Alors, nous allons terminer avec la sortie de Maître El Hadji Diouf, parce qu'on fait signe du côté de la régie que le temps est assez réduit. Alors, Maître El Hadji Diouf qui est revenu sur des surfacturations, des détournements à l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière. Cette semaine-ci, il a eu à publier, bon, pas publier, mais il a eu à brandir des preuves. Alors, dites-nous, le procureur devrait s'autosaisir ou bien est-ce que ces preuves sont tangibles? Oui, parce que ce sont des informations très graves qui sont distillées par celui qu'on appelle le député du peuple. Parce que pour 4 pneus de véhicule, c'est facturé à 800 000 francs CFA. Les plaquettes donc échangées à 300 000 francs, alors qu'en temps normal c'est 80 000 francs, etc. Bon, la liste est en tout cas exhaustive. Moi je crois que c'est des faits graves. Encore que ce n'est pas une première. Qui ne se souvient pas des révélations donc faites par Ousmane Sonko relativement à l'impôt que les députés. Et si même on remonte le temps, il y avait un débat qui avait été agité par Thierno Bocoum, le député Thierno Bocoum, afférent à la tenue des finances allouées à l'Assemblée, des fonds alloués à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est toutes choses qui font que à la veille de ces législatives, comme vous l'avez suggéré, une enquête doit être menée relativement aux révélations. Parce que je crois que c'est d'une telle gravité que ça ne peut pas passer par perte et profit. Et comme je l'ai dit, ça repose la question de la gestion de l'Assemblée nationale. Des largesses donc, dont bénéficient ces députés du peuple, disons. Le procureur devrait s'autosaisir juste après ces révélations et les preuves qui ont été brandies par le maître El Hadji Diouf. Mais Mamanto, moi je vais être moins gentil que mon ami Thierno. Je crois que ça repose même le débat gestion des deniers publics en mettant au premier chef, n'est-ce pas, le chef de l'Assemblée nationale, le président Moustapha Niasse, qu'on décrypte comme étant un homme d'État qui a été dans le cabinet de Senghor, n'est-ce pas, qui a été dans le gouvernement de Abdoulaye Wade, qui a été premier ministre d'Abdoulaye Wade, qui est président de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'un homme d'État de sa carrure, n'est-ce pas, qui dirige une institution, n'est-ce pas, qui est une institution qui n'est pas comme qui n'est pas n'importe quelle institution. Et alors, si une telle institution dirigée par un homme d'État de sa carrure, n'est-ce pas, nous livre à tout moment, n'est-ce pas, ces manquements, n'est-ce pas, ces légèretés dans les gestions des finances publiques, alors moi je me pose la question, n'est-ce pas, quel homme politique nous mettons dans nos institutions? Parce qu'il y a un grand président américain qui disait que les institutions sont ce que les hommes en font. Alors, donc je crois que il est temps, n'est-ce pas, de revoir même, et le débat est actuel, le débat sur la moralisation de la vie politique sénégalaise. Et ça, c'est important. Ça, c'est le premier comment dirais-je, constat que je peux faire, c'est la première analyse que je peux faire. Mais la deuxième analyse, c'est par rapport à ce député qui dit ça. Vous savez qu'on est à l'an 5 de alors, ça peut être un coup de pipe, mais je crois que aussi cela n'est pas bon pour l'Assemblée nationale. Si, en l'espace de 5 ans, on fait sortir toutes ces malversations qui sont liées même à cette mauvaise contribuable qu'on lui prête, n'est-ce pas, à cette mauvaise assemblée qui n'est pas un contribuable et un bon contribuable, à une surfacturation alors que les députés devraient être les premiers modèles, le premier exemple. La question de la moralisation de la vie politique revient et devrait être prise en charge. Voilà, donc c'est tout pour Actu en 7, c'est fini. Merci à nos invités. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Thierno Ibrahima Diop, journaliste, analyste politique. Merci à vous. Voilà, merci également à vous, professeur Thierno Thioune. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à la FASEC. Merci beaucoup, Mamanta, ça a été un plaisir. Merci, voilà. Merci également à nos
techniciens, toute l'équipe technique. Du côté de la régie, il y avait Chartidiane Ndiaye, Chartidiane Diop. Un grand merci à eux. Merci également à Ousseynou Sall, mention spéciale à lui. Oustaz Hassan Diouf a coordonné ce numéro. Un grand merci à lui. Rendez-vous est pris samedi prochain. Ce sera pour un nouveau numéro d'Actu en 7.